Le garçon qui n'avait pas mangé depuis des jours murmurait qu'il ne me laisserait pas manger. Qu'est-il apparu ensuite? Bonjour à tous. Respirez profondément et installez-vous confortablement en regardant ces moments de calme se dérouler. Cet enfant, il n'a pas l'air bien. Ethan n'avait que 7 ans. Il y a 3 ans, un accident de voiture a enlevé ses parents et l'a confié à son seul parent survivant, son oncle Ryan. Depuis, ils vivent au 3e étage, dans un appartement où les rideaux sont toujours tirés et où les lumières scintillent à peine. Cet enfant vit toujours chez son oncle, n'est-ce pas? Demanda Madame Grace, la voisine âgée du dessous, en s'arrêtant pour aller chez Lucie. Lucie, qui travaille à la boulangerie voisine, portait un sac de pain chaud. Oui, répondit-elle à voix basse, mais il ne descend jamais. Lucie fronça les sourcils et leva les yeux vers le 3e étage. Ryan ne sort presque jamais non plus. Il garde la porte bien fermée. Une fois, j'ai frappé pour demander des nouvelles du fonds de construction et il m'a crié de partir. Madame Grace secoua gravement la tête. Lucie se retrouva à fixer le balcon vide. Il faisait anormalement froid, et pourtant, la petite silhouette d'Ethan était invisible. L'appartement de Ryan semblait ordinaire de l'extérieur: 3 petites chambres, une cuisine exiguë et un salon avec un balcon donnant sur la rue, mais personne n'y était entré depuis qu'ils avaient emménagé. Ryan lui-même était grand et maigre, avec un nez crochu et des yeux comme taillés dans la glace. Personne ne pouvait lui parler plus d'une minute sans ressentir un frisson le long de l'échine. Ethan, au contraire, était petit et fragile. La première fois que Lucie l'aperçut, la pluie tombait à verse et il était recroquevillé contre la rambarde, les yeux fixés sur le trottoir en contrebas. Ce regard la hantait. Son regard était celui d'un animal blessé, abandonné et en cage. Lucie avait voulu lui dire bonjour, lui tendre la main, mais il semblait terrifié par toute bonté humaine. Les enfants peuvent être méfiants, soupira-t-elle. Madame Grace frissonna. Mais je n'aime pas ça. L'autre jour, j'ai entendu quelque chose se briser là-bas, et hier soir, des pleurs légers, des sanglots étouffés. Lucie serra plus fort le sac à pain et regarda sa montre, presque 6 heures. L'appartement était sombre, le balcon désert. Un nœud de malaise se forma dans son estomac. Cette nuit-là, derrière la porte verrouillée, Ethan était assis, blotti contre le mur. Il ne portait qu'un pull fin et tremblait de froid. Ses lèvres étaient gercées et tremblaient tandis qu'il murmurait des supplications inaudibles dans l'obscurité. Du couloir parvint la voix rauque de Ryan: « Tu n'as pas le droit d'ouvrir cette porte. Sauf si je te le dis. Tu comprends ?» Ethan ne répondit pas. Il s'enfonça plus profondément dans l'ombre, les yeux écarquillés par la peur. Les pas de Ryan s'éloignèrent avec un bruit sourd. Le vrombissement de la télévision à l'intérieur couvrait le vent. Les murmures d'Ethan recommencèrent: pas d'ouverture du frigo, pas de biscuits, pas de conversation. Son murmure était brisé par le désir. Les pâtisseries de sa mère lui manquaient, le réconfort des histoires du soir racontées par son père. La pièce était comme un gouffre glacial et désespéré, pas de lumière, pas de chaleur, pas d'espoir. Ethan serrait son ventre qui gargouillait. 3 jours. 3 longs jours sans un seul bol de nouilles froides. Le lendemain matin, Lucie ouvrit la porte de son balcon plus tôt que d'habitude. Une douce brise printanière caressa son visage tandis qu'elle levait les yeux, et se figea. Ethan se tenait là, pâle et chancelant, ses jambes tremblant contre la rambarde. Son regard était terne, perdu dans le vague. « Oh mon Dieu !» haleta Lucie en lui faisant signe. « Ethan !» Il cligna des yeux. Une larme coula. Il leva une main tremblante comme pour appeler à l'aide, puis s'effondra en avant. Lucie hurla son nom. En bas, Madame Grace s'écria: « Que se passe-t-il » Lucie se précipita à l'intérieur, téléphone à la main. « Allô, la police ?» Ici le complexe d'Elm Street. Il y a un garçon sur le balcon du 3e étage, il est sur le point de tomber. Dépêchez-vous. La répartitrice a assuré que ses agents arriveraient dans 3 minutes, mais Lucie ne pouvait pas attendre. Elle a couru dans les escaliers et a frappé à la porte. Ryan, ouvre. Ethan est en danger. Aucune réponse. Elle cria: Madame Grace, appelez une ambulance. La sueur et la peur se mêlèrent à son front tandis qu'elle frappait à nouveau. Finalement, la porte grinça. Ryan se tenait là, décharné et le regard hagard. Pourquoi cries-tu? Tu es fou, gronda-t-il. Il tremble, il a failli tomber.
J'ai appelé la police. La voix de Lucie tremblait de colère et de peur. Il a la grippe, rétorqua Ryan. Va-t'en. On aurait dit un fantôme, rétorqua Lucie. Tu l'as affamé, n'est-ce pas? Ryan leva la main, mais hésita sous le regard furieux de Lucie. Au loin, les sirènes se mirent à hurler. Tu ne peux plus te cacher maintenant, murmura Lucie d'une voix glaciale. Quelques instants plus tard, 3 officiers en uniforme firent irruption, menés par le lieutenant Steven Brox, un homme à la voix sévère et au visage impassible. Nous avons reçu un signalement d'enfant en danger, a-t-il annoncé sur le seuil. Rien de grave, marmonna Ryan. Mon neveu dort, c'est tout. Lucie s'avança, le cœur battant. Il tremblait. Il a failli tomber du balcon. Brox leva calmement la main. Nous avons le droit d'assurer la sécurité d'un mineur. Monsieur, écartez-vous. L'audace de Ryan s'évanouit. Bien, grommela-t-il tandis que les policiers entraient. Lucie les suivit dans l'appartement moisi, attirée par l'odeur de l'abandon. Les rideaux étaient tirés, des taches de crasse marquaient le carrelage. Une pile de vaisselle sale encombrait l'évier. Des canettes de bière vides gisaient éparpillées sous une télévision murale diffusant un match de football à tue-tête. Le lieutenant Brox a demandé « Où est-il » Ryan fit un geste vers le couloir. L'agente Lydia Rogers, la seule femme du groupe, poussa la dernière porte. Une bouffée d'air humide et vicié la frappa. « Oh mon Dieu » murmura-t-elle. Ethan était recroquevillé sur le sol nu au pas de lit, pas de couverture, son pyjama était usé. Ses yeux papillonnaient, ses lèvres étaient pâles, ses membres meurtris. Lucie haleta et s'agenouilla près de lui. « Ethan, c'est moi, Lucie. Tu m'entends » Un léger gémissement s'échappa de sa gorge. « Pas de frigo. Tonton va punir, marmonna-t-il, les yeux vitreux. Brox aboya, appelez les secours. Tout de suite. L'agent Charles Bennett fouilla la pièce à la recherche de preuves. Il souleva une couverture en lambeaux et découvrit une tasse sale et une tranche de pain à moitié moisie. Il n'a pas mangé correctement depuis des jours, dit-il doucement. Lucie tenait la main d'Ethan tandis que sa peau froide lui faisait pleurer. La voix de Ryan interrompit l'instant. Il a juste la grippe. Tu me traites comme une criminelle. Brox se tourna vers lui, la voix ferme. Silence, monsieur Ryan. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Les protestations de Ryan ont été apaisées lorsque 2 officiers sont intervenus, l'ont maîtrisé et lui ont passé les menottes autour des poignets. Ryan hurlait qu'il était un profiteur, que je le nourrissais et que j'avais le droit de lui donner une leçon. Lydia serra les poings, luttant pour se calmer tandis que les larmes de Lucie coulaient silencieusement. Ethan restait immobile, le monde s'effondrant autour de lui, le regard vide. Dehors, la sirène de l'ambulance résonna dans l'air matinal. 2 ambulanciers se précipitèrent, vérifièrent le pouls d'Ethan et le hissèrent sur une civière. Il est sévèrement mal nourri, sa tension artérielle est dangereusement basse, annonça un secouriste, la voix tendue par l'urgence. Il faut commencer les perfusions immédiatement. Lucie serra une dernière fois la main d'Ethan tandis qu'on l'emmenait. Je suis là maintenant, murmura-t-elle d'une voix brisée. Tu n'as plus à avoir peur. Ryan fut conduit à la voiture de police sous le regard interrogateur des voisins. Madame Grace fut la première à s'avancer. Oh mon Dieu, que s'est-il passé, murmura-t-elle. Charles se pencha, la voix basse. Ce garçon, il a failli mourir de faim. Les yeux de Ryan s'écarquillèrent. Tu ne comprends rien, cracha-t-il. Il l'a mérité. Il a volé de la nourriture. Il s'est faufilé dans le frigo. Lucie hurla, les mots rauques d'indignation. Espèce de monstre, c'est un enfant. Brox fit un signe de tête au policier et, dans un claquement, la portière de la voiture de police se referma, emportant Ryan sous les regards horrifiés de tous les passants. Lucie resta figée, le cœur battant, lorsque Lydia s'approcha d'elle. « Tu connaissais le garçon » demanda-t-elle doucement. « Juste un voisin. » Lucie secoua la tête, la voix tremblante. « Je ne pouvais pas rester là, il était si faible. » Ses yeux, on aurait dit qu'il implorait de l'aide. Lydia posa une main réconfortante sur son épaule. « Tu as bien fait. Tu lui as peut-être sauvé la vie. » Des larmes coulaient sur le visage de Lucie tandis qu'elle hochait la tête. À l'hôpital pour enfants de New York, Ethan a été transporté d'urgence aux urgences.
Le personnel médical lui a administré des perfusions, surveillé ses constantes et prescrit une radiographie urgente. Le docteur Andrew Harris, chef du service de pédiatrie, a froncé les sourcils en lisant les résultats. Incroyable, a-t-il murmuré. Ce garçon n'a que la peau sur les os, il n'a pas mangé depuis 4 ou 5 jours. Signe d'atrophie musculaire et de déshydratation sévère. Une infirmière murmura, on dirait qu'il a été abandonné dans la forêt, et pourtant, on est en pleine ville. Le visage d'Andrew se durcit. Aucun doute, cet enfant est victime de maltraitance. Lucie attendait à l'extérieur de la chambre d'isolement, observant la silhouette pâle et fantomatique d'Ethan à travers la vitre. Ses bras étaient reliés à 4 perfusions, ses lèvres gercées d'un rose pâle. Une infirmière apparut, la voix douce. Il a dépassé le stade critique, mais il est fragile émotionnellement. Il a peur de tout le monde, surtout des hommes. Lucie demanda, la voix rauque, a-t-il parlé au moins? L'infirmière hésita. Il ne répète que quelques phrases, il va me punir. Je n'ai pas le droit de manger. Je ne peux pas ouvrir le frigo. Si je mange, il va, Lucie ferma les yeux, les larmes aux yeux. Oh mon Dieu! Derrière elle, Madame Grace arriva avec un sac d'oranges fraîches. J'ai pensé qu'il aimerait un peu de jus, dit-elle doucement. Lucie parvint à esquisser un sourire tremblant. Merci. La vieille dame lui serra la main. Tu as été la première à tenir tête à Ryan. Tu as bien fait. Lucie jeta un coup d'œil à Ethan. Pendant une brève seconde, ses paupières frémirent, une minuscule lueur dans l'obscurité. Le lendemain matin, la une du New York Times affichait un titre rouge sang, un garçon de 7 ans mourait de faim chez lui. En dessous, une photo d'Ethan transporté sur un brancard, le visage pâle, les yeux clos, un bras squelettique dépassant d'une couverture. La légende indiquait qu'Ethan avait été retrouvé en état de malnutrition extrême dans un appartement d'Elm Street, et que le suspect, son oncle biologique, Ryan, était en garde à vue, sous le coup d'une enquête pour avoir affamé et maltraité un enfant afin de prétendre frauduleusement à des prestations sociales. À l'hôpital, le docteur Harris entra dans une salle de briefing où attendaient le lieutenant Brox, l'agent Lydia et l'agent Charles. Voici le rapport complet sur l'état de la victime, dit-il gravement en lui tendant le dossier médical. Brox hocha la tête. Allez-y, docteur. L'enfant pèse moins de 16 kilos, soit environ 10 cm de moins que la taille moyenne pour son âge. Son estomac ne fonctionne plus normalement. Il présente de graves carences en vitamine A, D, B12 et en fer. Son taux de protéines sanguines n'est que de 30% de la normale. Peau sèche, yeux enfoncés, membres froids, il est gravement déshydraté et dangereusement affaibli. Charles poussa un soupir. On dirait plus un enfant abandonné dans le parc national de UZ qu'en plein cœur de New York. Andrew fit glisser une radiographie sur la table. Il a une vieille fracture sur la cage thoracique gauche ou un traumatisme contondant, pas accidentel. Battu, murmura Lydia, les yeux écarquillés. Exactement, répondit Andrew. Et un traumatisme psychologique, il parle à peine et refuse de croiser son regard. Le lieutenant Brox se pencha en avant. Il nous faut un mandat pour perquisitionner l'appartement de Ryan. Les documents ont déjà été déposés. Charles ajouta, je recherche ses relevés bancaires. Au commissariat, Ryan était assis dans la salle d'interrogatoire, les bras croisés, le regard froid. Brox ouvrit un dossier. Vous savez pourquoi vous êtes ici, n'est-ce pas? Je sais que tu penses que j'ai affamé ce gamin, ricana Ryan. Je le punissais, les enfants de nos jours sont des gamins. Le affamé lui a appris la discipline. Bank of America a envoyé vos relevés de compte, dit Brox en les faisant glisser. Pendant 6 mois, vous avez reçu $1 200 par mois du programme d'aide aux orphelins, 87% sont allés directement à DraftKings. Le visage de Ryan pâlit, mais il essaya de garder son sang-froid. Je peux dépenser mon argent comme je veux. Cet argent est destiné à Ethan, dit Brox à voix basse. Pas au paris sportif. Brox posa un autre dossier. SMS de ton téléphone, le gamin a volé de la nourriture, alors je l'ai enfermé. Qu'il apprenne la discipline. Ryan resta silencieux. Pendant ce temps, à l'hôpital, Lucie revint avec un petit panier de fruits et des bandes dessinées pour enfants. L'infirmière Rebecca Grant l'accueillit avec un doux sourire. Il est encore calme, mais ce matin, il s'est tourné vers la fenêtre. Il montre des signes de progrès. Lucie demanda doucement, autre chose? Rebecca hocha la tête.
Quand tu as placé une photo de chat près de son lit, il a souri légèrement. Lucie pressa sa main contre la vitre, regardant Ethan immobile, les yeux ouverts, les mains agrippées au bord de la couverture. Elle posa le panier sur la table et glissa un mot à l'intérieur, « Je serai toujours là si tu as besoin de moi ». Rebecca lui serra l'épaule. Toute la ville est sous le choc. C'est toi qui l'as trouvé. Lucie secoua la tête. J'ai vu ses yeux. Je ne pouvais pas les ignorer. À ce moment-là, l'équipe d'enquête fouillait l'appartement de Ryan. Lydia trouva sous son oreiller un carnet rempli de calendriers de matchs, de côtes de Paris et d'une note glaçante, tant que ce sale gosse ne mange pas, il reste assez d'argent. C'est clairement une motivation financière, a déclaré Lydia. Il a délibérément affamé Ethan pour financer ses paris. Dans la chambre d'Ethan, Charles observa les murs blancs moisis et la fenêtre scellée. Puis il aperçut une légère inscription gravée dans le plâtre, « J'ai faim ». Sa poitrine se serra. Cet après-midi-là, les médias ont couvert l'affaire avec fracas. Le journal du soir de NBC a consacré les 5 premières minutes au cas d'Ethan, et le présentateur Mark Whittaker a ouvert le débat sur un ton solennel. Cette affaire a sonné l'alarme pour les systèmes de protection de l'enfance aux États-Unis, a-t-il déclaré en se penchant en avant. Comment un enfant a-t-il pu mourir de faim en plein cœur de New York sans que personne ne s'en aperçoive pendant des mois? À côté de lui, la sociologue Mary Anderson secouait la tête, incrédule. Le plus alarmant, c'est l'indifférence de la communauté, expliquait-elle. Sans le courage de la jeune Lucie, la voisine qui a appelé la police, ce garçon n'aurait peut-être pas survécu. En quelques minutes, la photo d'Ethan et le hashtag #JusticeForEthan ont inondé les réseaux sociaux. Des associations de parents et des organisations de protection de l'enfance ont lancé des campagnes de financement pour soutenir les jeunes victimes de maltraitance partout dans le monde. À la boulangerie où travaillait Lucie, sa collègue Carol Dawson l'a pris dans ses bras. « Idiote, pourquoi ne m'as-tu pas prévenu plus tôt » murmura-t-elle. Lucie rougit, sa voix à peine audible, « Je ne pensais pas que ça prendrait une telle ampleur. » Carol lui caressa doucement les cheveux. « Tu as bien fait, et tu as réveillé tout le quartier. » Ce soir-là, Lucie retourna à l'hôpital. Ethan dormait derrière la porte, et elle hésita, ne voulant pas le déranger. Alors que sa main reposait sur la poignée, une voix douce s'éleva, « Mademoiselle Lucie ?» Lucie se figea. Elle se retourna et vit Ethan qui la regardait à travers ses paupières mi-closes, les lèvres tremblantes. « Je ne suis plus enfermée, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête et s'approcha. « Non, Ethan. Tu es libre maintenant. Tu mangeras bien, dormiras en sécurité, et personne ne te punira plus jamais. » Les yeux du garçon s'emplirent d'un soulagement prudent, puis il murmura, « Me détestes-tu ? Parce que je t'ai fait pleurer. » Lucie pinça les lèvres, les larmes menaçant de couler. « Non, Ethan. Je ne pourrai jamais te haïr. J'avais juste le cœur brisé parce que tu étais si courageux et que tu as dû endurer tant d'épreuves. » Ethan se mordit la lèvre, puis hocha lentement la tête. Sa petite main se tendit et effleura la sienne. 3 jours après son admission, Ethan parvint à s'asseoir grâce à l'aide de l'infirmière. Il parlait à peine à quiconque, sauf à Lucie, et même alors, seulement par phrases courtes et fragmentées, comme si une terreur plus profonde avait scellé sa voix. Un après-midi, Lucie déposa délicatement un bol de soupe chaude sur sa table de chevet. « As-tu faim, Ethan » demanda-t-elle doucement. Il secoua la tête, ses grands yeux ternes et sans vie. Son bras gauche resta replié contre sa poitrine, une défense née de la peur. Lucie attendait en silence, la main posée sur le bord de la chaise, le regard patient. Après un long moment, Ethan murmura, « Si je mange, tonton me punira. » Ces mots glacèrent la pièce. Lucie cligna des yeux, se ressaisissant. « Oncle Ryan n'est plus là, Ethan. Tu es en sécurité maintenant. » La panique d'Ethan refit surface. Il le saura. Il a des yeux partout. Lucie sentit son cœur se briser. Ce n'était pas une enfant de 7 ans effrayée qui parlait, mais l'écho d'un enfant emprisonné par la peur depuis bien trop longtemps. Le docteur Andrew entra pour son examen, sa présence calme et rassurante. Il prit la tension et la température d'Ethan, puis lui demanda doucement, « Vous sentez-vous moins fatigué aujourd'hui ?» Ethan hocha la tête et, lorsqu'on lui demanda s'il souffrait, il désigna son estomac vide. « Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de riz. » Lucie se détourna pour cacher un sanglot. Le docteur Andrew prit des notes. « On va commencer par du porridge léger et on va augmenter progressivement.
Ton estomac a besoin de temps pour s'habituer. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as dépassé le stade critique. Il regarda Ethan et ajouta fermement, personne n'a plus le droit de te punir, Ethan. Plus jamais. Pendant ce temps, au commissariat, l'enquête sur Ryan prenait de l'ampleur. Les données du téléphone et de l'ordinateur portable saisis révélaient des notes inquiétantes. Une entrée laissa toute l'équipe dans un silence stupéfait. Si je lui coupe les repas quelques jours de plus, j'aurai assez pour le prochain pari sur les New England Patriots. Le lieutenant Brox frappa du poing sur la table. Ce n'est plus du contrôle. C'est de la torture psychologique et physique. L'inspectrice Lydia a ouvert un autre fichier, des captures d'écran d'une conversation entre Ryan et un ami nommé Jacques C. Dans un échange, Ryan jubilait, « J'ai verrouillé le frigo. Voyons si ce sale gosse a retenu la leçon. » Jacques a protesté, « Ce n'est qu'un enfant. » Ryan a répondu, « Et alors ? Je lui apprends qui est le chef. » Brox fronça les sourcils. Convoquez Jacques comme témoin. Prévenez le parquet, il s'agit de violences psychologiques graves, pas de simple négligence. De retour à l'hôpital, Ethan tressaillait à chaque pas résonnant dans le couloir. Lorsqu'un médecin entra, le garçon fondit en larmes et se réfugia au coin du lit. Rebecca s'agenouilla à côté de lui. Tout va bien, Ethan. Il est là pour aider, pas pour faire du mal. Ethan secoua la tête. Il est vêtu de blanc. Oncle Ryan était vêtu de blanc quand il m'a frappé. Devant la porte, Lucie ne pouvait qu'écouter, sa poitrine se serrant de culpabilité et de chagrin à chaque sanglot. Une semaine plus tard, Ethan fut transféré dans une salle de réveil privée. Lucie continua ses visites quotidiennes après le travail, apportant du lait, des cahiers de coloriage et des cartes manuscrites. « Je viens tous les jours pour que tu ne te sentes pas seul, » lui dit-elle. Ethan leva les yeux, le regard moins craintif. « Mademoiselle Lucie, l'oncle Ryan sera-t-il envoyé loin ? » « Il est en détention et sera jugé, » répondit-elle en se mordant la lèvre pour garder son calme. « Tu es libre maintenant. » Ethan parvint à faire un petit signe de tête significatif, comme s'il embrassait timidement les premiers rayons d'espoir. Lors d'une séance spéciale avec le docteur Bethany Reed, spécialiste des traumatismes infantiles, Ethan était assis devant une feuille blanche et des crayons. Il a dessiné une maison avec 4 murs solides sans fenêtre ni porte et à l'intérieur, un petit enfant recroquevillé. Dehors, un homme de grande taille fermait la maison avec un énorme cadenas. Bethany ne dit rien, prit simplement des notes, puis demanda doucement, « Veux-tu dessiner autre chose ?» Ethan hésita, puis ajouta une petite porte à l'arrière de la maison. Une femme aux cheveux longs se tenait là, tenant une miche de pain. « Elle ne m'a pas crié dessus, » murmura-t-il d'une voix à peine audible. Bethany sourit chaleureusement. « Que as-tu ressenti quand elle est arrivée ?» Plus léger, répondit Ethan, les yeux fixés sur son dessin. Ce soir-là, Lucie arriva avec un jeu de marqueurs professionnels et un nouveau carnet de croquis intitulé « Le monde d'Ethan ». « Tu peux dessiner tout ce que tu veux ici, » dit-elle. Ethan serra le carnet contre sa poitrine, puis la regarda et lui demanda, « Tu veux bien partir ?» Lucie s'assit à côté de lui, lui couvrant la main. « Je ne vais nulle part. Je ne suis peut-être pas ta mère, mais je suis là parce que je tiens à toi. » Des larmes coulaient sur les joues d'Ethan, des larmes non pas de peur, mais d'un enfant commençant à croire que peut-être, juste peut-être, l'amour était réel. Une semaine après les premiers reportages, l'histoire d'Ethan avait capté l'attention non seulement locale, mais aussi nationale. CBS a diffusé une émission spéciale de 15 minutes en prime time intitulée « L'enfant affamé au cœur de New York », qui a bouleversé les téléspectateurs de tout le pays. Un extrait au ralenti montrait Ethan transporté sur une civière émaciée, les yeux clos, ses os visibles sous une peau pâle. La voix du présentateur était feutrée et solennelle tandis que le reportage se déroulait. « Ce n'est pas seulement l'histoire d'une famille », a entonné le présentateur. C'est une question qui concerne toute notre société. Comment un enfant a-t-il pu être tourmenté, mentalement et physiquement, pendant 3 longues années sans que personne ne s'en aperçoive ? En quelques minutes, des centaines de commentaires ont inondé les réseaux sociaux. « Je n'arrête pas de pleurer », a écrit l'un d'eux. Comment peut-on traiter un enfant comme ça ? Ryan mérite la punition la plus sévère, c'est un monstre déguisé en humain. Un autre a ajouté, nous avons besoin de lois plus strictes pour protéger les enfants de tels agresseurs. Bientôt, le hashtag #EthanIsAlone s'est répandu dans tout le pays. Un samedi matin, Lucie est passée devant un café et a vu la télévision à l'intérieur diffuser le reportage.
Son visage inquiet, appelant à l'aide depuis un balcon, était affiché comme un symbole de courage. Michael Owens, le propriétaire du café, la soixantaine, s'approcha d'elle et lui tendit la main. « Tu es Lucie, n'est-ce pas? Tu es l'ange gardien de ce garçon. » Les joues de Lucie s'empourprèrent, elle balbutia une réponse, mais il poursuivit. « Ma fille a l'âge d'Ethan. J'ai regardé le reportage et j'ai senti la rage monter en moi. Hier encore, les gars de la table d'Aak sans grave côté disaient que si ce Ryan tombait entre leurs mains, il n'en sortirait pas vivant. J'ai fait ce que tout le monde aurait fait, murmura Lucie. Monsieur Owen secoua la tête. Non, tu as fait ce que peu de gens ont le courage de faire. Tu t'es relevé alors que tout le monde détournait le regard. À l'hôpital, Ethan était enfin assez fort pour s'asseoir et dessiner quelques minutes chaque jour. Il parlait encore très peu, mais chaque matin, son teint s'illuminait. Rebecca, l'infirmière, lui préparait un verre de lait chaud et une tartine de confiture de fraises. Le 10e jour après son admission, Ethan en avait mangé jusqu'à la dernière miette. « Comment ça va, ma chérie ?» demanda Rebecca en souriant. Ethan hocha la tête et murmura « C'est la première fois que je goûte du pain sucré. » Les yeux de Rebecca se remplirent de larmes, elle se détourna rapidement pour les essuyer. Lucie arriva à peu près au même moment, portant un pot d'aquarelle et un manuel de dessin de personnages de dessins animés. En la voyant, Ethan lui adressa un léger sourire hésitant à un vrai sourire. « Mademoiselle Lucie, j'ai dessiné 2 pages aujourd'hui. » Il lui tendit son carnet de croquis, intitulé Le monde d'Ethan, dont la couverture était cornée à force de le serrer dans ses bras. La première page représentait un gros ours en peluche en blouse de médecin, debout à côté d'un lapin souriant. La seconde montrait une fillette aux cheveux bruns tenant une miche de pain et un parapluie bleu. « Je me souviens que tu portais un imperméable bleu ce jour-là, » murmura Ethan. « Je t'ai vu lever les yeux vers moi. J'avais peur, mais j'étais aussi content. » Lucie s'assit doucement à côté de lui. « J'avais peur que tu tombes. Je ne veux surtout pas que ça arrive. » La voix d'Ethan se fit plus douce. « Si tu n'avais pas levé les yeux ce jour-là, je ne serais peut-être pas là. » Lucie lui serra la main. « Et si tu n'avais pas eu le courage de crier, je ne t'aurais jamais entendu. Tu es si courageux, Ethan. » Pendant ce temps, dans une cellule de détention du centre-ville, Ryan perdait son sang-froid. D'abord froid et serein, il explosa après que son avocat lui eut exposé les preuves SMS, enregistrements, transfert de Paris et témoignage d'un témoin. « Vous disiez que c'était juste une amende. » hurla-t-il. « Maintenant, vous me dites que je risque 12 ans de prison. » Edward, son avocat, au tempérament implacable, posa le dossier sur la table. « Vous êtes un imbécile, grommela-t-il. C'est de la maltraitance organisée et motivée par l'argent un crime grave. Vous comprenez? Vous avez exploité votre rôle de tuteur pour spolier un enfant. » Ryan se leva d'un bond. « Je suis son tuteur. J'ai des droits. » « Non, » rétorqua Edward. « Tu es un déchet. Tu n'auras aucun droit en prison. » De retour à l'hôpital, le docteur Bethany Reed organisa de courtes séances de thérapie avec Ethan. Un après-midi, elle déposa une boîte de crayons de couleur devant lui. « Aujourd'hui, Ethan, dessine quelque chose qui t'a rendu triste, puis quelque chose qui t'a rendu heureux. » Le garçon resta assis en silence, les sourcils froncés, jusqu'à ce qu'il commence à dessiner. D'abord, l'image d'un réfrigérateur verrouillé et d'une silhouette imposante serrant une ceinture. « C'est à ce moment-là que j'avais faim et que j'ai essayé d'ouvrir le réfrigérateur, » murmura-t-il. Le docteur Reed hocha doucement la tête, les yeux embués. Sur la page suivante, une boulangerie brillamment éclairée apparut, avec un petit Ethan mangeant du pain à côté de Lucie. « C'était la première fois que je n'avais pas besoin de voler de la nourriture, » dit-il doucement. Ce soir-là, Lucie arriva tard et trouva Ethan déjà endormi. Sur la table était posé un drap portant un tendre dessin, une fillette aux cheveux bruns serrant un petit lapin dans ses bras, et en dessous, « Je veux vivre avec mademoiselle Lucie. » Lucie se figea, les larmes aux yeux. Le lendemain matin, elle rencontra le docteur Bethany et le docteur Andrew, travailleur social. « Je souhaite demander la garde temporaire d'Ethan, » dit-elle fermement. « J'aimerais devenir son tuteur légal. » Le docteur Andrew hésita. « Cela prendra du temps. La procédure judiciaire est complexe. » Bethany prit la parole. « Si vous êtes sérieux, je vous accompagnerai dans vos évaluations psychologiques et vos évaluations de capacité à prendre soin de vous. »
Le regard de Lucie était fixe. Je ne peux pas le laisser partir ailleurs. Il me fait confiance maintenant. Partout en ville, les médias ont continué d'amplifier l'indignation publique. Des éditoriaux ont exigé que le procès de Ryan soit accéléré. Le New York Times a écrit « Pas de place pour les tuteurs qui torturent les enfants, le cas d'Ethan est un avertissement ». Le Washington Post a déclaré « Un New York d'un autre genre, où les voisins lèvent les yeux au lieu de les détourner ». Au centre de protection de l'enfance où Ethan attendait son placement, l'assistante sociale Paula Matthews a examiné la demande de Lucie. « Vous remplissez tous les critères pour un placement temporaire en famille d'accueil », a-t-elle déclaré. Lucie a croisé son regard. « Je vis seule. Ethan est la raison pour laquelle ma vie vaut la peine d'être vécue. » Paula marqua une pause, puis hocha la tête. « On va accélérer le processus, mais ça prendra au moins une semaine. » Lucie sourit, la résolution luisante dans les yeux. « J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. » Dans la salle d'activité commune, Ethan était assis près de la fenêtre, serrant son carnet de croquis, son monde devenant réel à chaque page. Le monde d'Ethan était silencieux. Il ne parlait pas, il dessinait seulement. Un après-midi, un autre garçon, Max, âgé d'environ 6 ans, s'approcha timidement de lui, un seul Lego à la main. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il doucement. Ethan se figea, son crayon planant au-dessus de son carnet de croquis. Après quelques longues secondes, il murmura « Ethan. »« Tu veux jouer » proposa Max et Ethan secoua la tête. « Tu as une mère » insista Max. La question fit trembler Ethan, mais il resta silencieux. Il laissa ses doigts parcourir la page inachevée de son carnet et le portrait de Lucie, ses cheveux flottant comme un ruban au vent et les mots griffonnés en dessous, « La première personne qui ne m'a pas crié dessus. » Ce soir-là, un enregistrement du témoignage de Ryan a été diffusé sur 60 minutes. Il a ricané, « Ce n'est pas mon fils. C'est un fardeau. Le gouvernement m'a payé, alors je l'ai pris. J'avais le droit de décider de sa vie, n'est-ce pas? Sans moi, il serait déjà mort. » Les réseaux sociaux ont déchaîné l'indignation, « Non, Ryan, il a failli mourir à cause de toi. » Un fardeau? Tu étais son tuteur. 12 ans de prison, c'est bien trop léger pour ce monstre. Une publication virale de la National Child Protection Association montrait le dessin d'Ethan représentant Lucie tenant le lapin, avec la légende suivante, « Nous n'avons pas besoin de miracles. Nous avons besoin de plus de personnes comme Lucie. » De retour dans la salle de consultation du centre, le docteur Bethany Reed travaillait patiemment avec Ethan. Elle lui tendait une série de cartes illustrées. Celle-ci montre un chat caché dans le placard. « Que voyez-vous? » « Il a peur » murmura Ethan. « Pourquoi » demanda Bethany. « Parce qu'il y a des pas lourds dans le couloir. » Bethany hocha la tête. « Tu as peur de ces pas » Ethan ne répondit pas, mais un hochement de tête en disait long. Elle tourna la page vers une autre carte, représentant cette fois un réfrigérateur débordant de nourriture. « Si un réfrigérateur était rempli de nourriture en ce moment, que feriez-vous » Les yeux d'Ethan clignèrent, mêlés à la fois de désir et de peur. « Je ne sais pas si j'ai le droit de manger. » Bethany lui offrit un sourire doux et lui tendit une troisième image, une femme tenant une miche de pain. « Et si elle t'invitait à manger » Ethan serra les lèvres, puis murmura, « Je lui fais confiance. » Lors d'une conférence de presse à l'issue d'une audience à huis clos, le porte-parole du tribunal a annoncé que le bureau du procureur de New York avait officiellement porté plainte contre M. Ryan Walker. L'audience préliminaire a été fixée à la semaine prochaine. Les journalistes se sont écriés, « À combien d'années de prison risque-t-il » Selon le verdict, jusqu'à 12 ans, a-t-on répondu. Pendant ce temps, Lucie tenait entre ses mains la confirmation officielle du Centre de protection de l'enfance. Elle venait de signer le formulaire d'engagement, prochaine étape, déposer une requête auprès du tribunal pour une tutelle temporaire. Paula, l'assistante sociale, posa une main sur son épaule, les yeux brillants. « Merci de ne pas avoir abandonné. » Lucie soutint son regard. Ethan n'a jamais été choisi par personne. Il est temps qu'il sache ce que ça fait d'être choisi. Plus tard, dans la salle d'activité, Ethan dessina à nouveau cette fois une porte grande ouverte éclairant une table chargée de nourriture. « J'appelle ça la table sans serrure » dit-il à Bethany. « Et qui est assis là » demanda-t-elle. Ethan désigna 2 silhouettes. « Mademoiselle Lucie et moi. » Bethany sourit. « Alors, tu penses être prête à quitter le centre »
Ethan hocha la tête. Si mademoiselle Lucie est là, alors je veux y aller. Par ce matin brumeux, Ethan partit pour le tribunal des affaires familiales, son manteau bleu bien ajusté, son carnet serré comme une bouée de sauvetage. Lucie attendait dans le couloir. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, il hésita. Elle se leva et lui fit signe de la main. Ethan. Il s'avança lentement vers elle. Lucie s'agenouilla et lui prit la main. Aujourd'hui, je dirai au tribunal que je veux que tu rentres avec moi. Qu'en penses-tu? Ethan ne répondit pas par des mots. Il sortit plutôt de son carnet un petit morceau de papier, un dessin d'une main tenant l'autre avec ces mots « Je ne veux plus être renvoyé ». Les yeux de Lucie se remplirent de larmes tandis qu'elle le serrait dans ses bras. Personne ne t'expulsera à nouveau. Si le tribunal est d'accord, tu auras ta propre chambre, ton propre lit, et chaque matin, tu choisiras ce que tu veux manger. Tu as de la confiture de fraises, murmura Ethan. Lucie rit à travers ses larmes de joie. Tu n'en manqueras pas avant une semaine. La salle d'audience était silencieuse. Étaient présents des représentants des services sociaux, le docteur Bethany et l'avocat de Lucie. La juge Sophia Wallace, le regard profond et la voix ferme mais douce, demanda « Mademoiselle Lucie Morgan, confirmez-vous votre demande de tutelle temporaire pour Ethan Walker ?»« Oui, votre honneur. Je veux qu'il vive dans un foyer sûr, avec de la nourriture, de la lumière et quelqu'un pour prononcer son nom avec douceur. Et êtes-vous conscient des responsabilités ?» La voix de Lucie était claire. Même s'il a peur, qu'il est en colère ou silencieux, je ne l'abandonnerai jamais. Bethany prit ensuite la parole. Ces 3 dernières semaines, Ethan a fait preuve de progrès émotionnel et d'ouverture uniquement lorsqu'il était avec Lucie. Il pensait autrefois que manger était mal. Hier, il en a redemandé au petit déjeuner. C'est un progrès considérable, et c'est grâce à Lucie. Après plus d'1 heure, la juge Sophia a frappé du marteau. Le tribunal fait droit à la demande de tutelle temporaire. Mademoiselle Lucie Morgan est désormais la tutrice légale temporaire d'Ethan Walker, en attendant la procédure de garde à long terme. Lucie se couvrit le visage et pleura. Ethan se tourna vers le juge, la voix tremblante, « Puis-je rentrer avec mademoiselle Lucie aujourd'hui ?»« Oui, Ethan. À partir d'aujourd'hui, ta maison est là où elle est. » Cet après-midi-là, Lucie ramena Ethan à son appartement du 2e étage. Il se tenait devant la porte, la main dans la sienne. Quand on sera à l'intérieur, je te présenterai mon meilleur ami. Ethan leva les yeux avec anxiété. Tu n'es pas adulte, n'est-ce pas? Non, un ami à 4 pattes. Alors que la porte s'ouvrait, un petit chien aux cheveux bouclés bondit au brin doré, la queue remuant furieusement. Voici Buddy. Il adore renifler les chaussures et déteste les carottes, dit Lucie. Ethan s'agenouilla et caressa doucement la tête de Buddy. Le chien le frôla et, pour la première fois depuis son sauvetage, Ethan afficha un sourire franc et sincère. Dans la cuisine, Lucie déposa une petite miche de pain glacé avec les mots « Bienvenue à la maison, Ethan ». Ethan se figea, les lèvres tremblantes. « Je peux la manger ?» demanda-t-il doucement. Lucie s'agenouilla et lui prit les mains. « Non seulement tu peux en manger, mais tu mérites d'en manger tous les jours. » Ethan fondit en larmes, les bras jetés autour de Lucie, le visage enfoui dans sa poitrine comme s'il avait peur que le moment ne disparaisse. Cette nuit-là, Ethan était allongé dans son nouveau lit, un cadre en bois, une couverture à motif de train, un oreiller orange et un ours en peluche nommé Mikey. Buddy se blottit à ses pieds. Lucie entra avec un verre de lait chaud. « Je ne lis plus d'histoire pour dormir aussi bien que tes parents, mais je peux lire lentement. Ça te va ?» Ethan hocha la tête et se blottit sous les couvertures, Mikey dans ses bras. Lucie ouvrit un livre et lut d'une voix douce mais assurée. Il y a bien longtemps, un petit garçon vivait dans une grotte, persuadé que le monde extérieur n'était que ténèbres. Mais un jour, il leva les yeux et vit une étoile. Comme quand tu as regardé le balcon, murmura Ethan. Lucie marqua une pause, les larmes aux yeux. Oui, j'ai levé les yeux et je t'ai vu. Dans les jours qui ont suivi, Ethan a appris les rythmes que la plupart d'entre nous tenons pour acquis, se brosser les dents chaque matin, plier sa couverture, choisir quoi manger à la boulangerie où Lucie travaillait, et même apprendre à jouer du ukulélé, un cadeau de sa nouvelle maman. « Quelle chanson veux-tu écouter en premier ?» demanda Lucie un soir. Ethan réfléchit, puis sourit faiblement. « Un qui ne crie pas. » Lucie lui tendit la partition pour débutants, scintille, scintille, petite étoile. Il joua lentement,
sans jamais abandonner. Lorsque Madame Grace, la voisine qui avait perçu la peur d'Ethan à l'heure du repas, lui rendit visite, Ethan confia à voix basse, « J'ai peur de manger trop vite. J'ai peur que quelqu'un le remarque. » Madame Grace se tut, puis sortit une petite pochette brodée. « C'est pour lui, un mouchoir que j'ai fait quand ma fille était petite. » Lucie l'accepta avec gratitude. « Merci, » murmura-t-elle. Madame Grace répondit, « Non, merci. Grâce à vous, nous ne fermons plus les yeux. » Un matin tranquille de week-end, la lumière du soleil entrait par la fenêtre de l'appartement tandis qu'Ethan dessinait une nouvelle maison aux 2 fenêtres illuminées. Sur le toit, il écrivait « J'ai pu manger. Et je n'ai pas été grondé. » Lucie jeta un coup d'œil et demanda « Puis-je accrocher ça dans la cuisine ?» Ethan hocha la tête, toujours en train de colorier. « Je vais peut-être même l'encadrer, » dit Lucie en souriant. Cette nuit-là, alors qu'Ethan s'endormait, il demanda « Si je mange un autre morceau de gâteau demain, seras-tu en colère ?» Lucie rit. « Je vais juste en faire plus. Je ne serai pas fâché du tout. » Il resta silencieux, puis murmura « Je veux juste te serrer dans mes bras pour toujours. » Lucie se pencha et le serra contre elle. « Alors, serre-moi dans tes bras et mange autant de gâteaux que tu veux. » 3 semaines plus tard, l'appartement qui n'appartenait autrefois qu'à Lucie et Buddy rayonnait de chaleur et de rire. Chaque matin, l'odeur du pain grillé et du beurre fondant emplissait la cuisine. « Ethan, que veux-tu pour le petit déjeuner aujourd'hui ?» appela Lucie. Ethan jeta un coup d'œil dans son nouveau pyjama bleu à rayures. « Des gaufres et de la confiture de fraises ?»« Bien sûr, c'est le week-end, » répondit Lucie en posant un verre de lait chaud sur la table. Ethan s'assit, le regard brillant et fixe pour la première fois. Lucie tira une chaise. « Viens t'asseoir, le chef du jour est à toi. » Quand l'assiette arriva, Ethan resta bouche bée, des gaufres en forme de visage souriant, 2 raisins noirs en guise d'yeux, une tranche de banane en guise de bouche. « Tu m'as fait un smiley, » rigolata-t-il. Lucie hocha la tête. « Parce que je veux que tu souris autant que possible. » Alors qu'il mangeait lentement, chaque bouchée ressemblait à une douce mélodie, une harmonie tranquille que Lucie avait tant lutté pour apporter dans sa vie. Au centre de protection de l'enfance de la ville, le docteur Bethany Reed a constaté les progrès d'Ethan. Après 3 semaines passées avec sa tutrice, il avait commencé à faire preuve de stabilité émotionnelle, n'évitait plus le contact visuel, posait des questions et choisissait ses aliments selon ses préférences. Plus important encore, il se sentait protecteur envers sa tutrice, Lucie. L'assistante sociale Paula Matthews écouta, puis hocha la tête. « Je pense que le moment est venu de recommander une garde à long terme. » Cet après-midi-là, Lucie emmena Ethan pour son bilan de santé habituel. Dans le hall, d'autres enfants lui firent signe de la main et Max accourut avec un ballon en plastique. « Dis donc, Ethan, on traîne ensemble ?»« Non, je suis juste ici pour un contrôle, » répondit Ethan avec un sourire timide. Le docteur Andrew a mesuré la taille et le poids d'Ethan. « Tu as pris près de 2,3 kilos en moins d'un mois, c'est excellent. » Ethan sourit tandis que Lucie le poussait d'un air espiègle. « Docteur, » commença Ethan avec hésitation, « quand j'irai mieux, pourrais-je retourner à l'école ?» Andrew et Bethany échangèrent un sourire. Lucie prit la main d'Ethan. « Bien sûr, mais tu veux commencer à l'école ou apprendre à la maison d'abord ?» Ethan réfléchit, puis murmura, « Si tu es à proximité, l'école n'est pas si effrayante. » Bethany hocha la tête. « Nous vous placerons dans un cours de jour avec un accompagnement psychologique. Si mademoiselle Lucie est d'accord, vous pourrez commencer la semaine prochaine. » Lucie lui serra la main. « Je serai toujours là. » De retour à la maison, Lucie ouvrit une petite boîte et la tendit à Ethan. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il. « Ouvre-le et regarde. » À l'intérieur se trouvait un pendentif en bois gravé de son nom et d'un petit lapin. « Il est à toi. Personne ne peut te le prendre, personne ne peut te l'interdire, » dit Lucie. Les lèvres d'Ethan tremblaient en le tenant. « Je peux vraiment le garder ? C'est à toi pour toujours. » Ému, Ethan la serra dans ses bras. « Je t'aime. »« Je t'aime aussi, plus que les mots ne peuvent le dire, » murmura Lucie. Ce soir-là, ils préparèrent des hamburgers ensemble. Ethan étala du beurre avec un petit couteau pour la première fois ou de manière irrégulière, mais Lucie rayonnait de fierté. « Pour ta première fois, tu es meilleur que la plupart des chefs. » Après le dîner, Lucie lui lut une nouvelle histoire. Il était une fois,
sur une colline où les oiseaux n'avaient pas peur du noir, un oiseau en encourageait un autre qui était tombé d'un arbre. Cet oiseau ressemble à Miss Lucy, dit Ethan. Et qui es-tu? Demanda Lucy. Je suis le petit oiseau qui apprend à battre des ailes, et cette fois, je ne vole pas seul. 2 semaines plus tard, Lucy reçut un appel de Paula Matthews, l'audience officielle d'adoption allait bientôt avoir lieu. Le cœur de Lucy bondit. Merci, je vais tout préparer. De plus, a ajouté Paula, Ryan Walker a été condamné ce matin à 12 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle, avec des accusations aggravées parce que la victime était mineure. Lucy serra le téléphone. Enfin, justice. Ce soir-là, Ethan sortit en courant avec son ukulélé. Mademoiselle Lucy, puis-je jouer pour vous? Bien sûr, je suis tout à toi. Il joua le début de Twinkle, Twinkle, Little Star, maladroitement mais plein d'espoir. Lucy ferma les yeux et écouta. Le garçon qui autrefois craignait même la lumière sur un balcon faisait maintenant de la vie une musique. Par une matinée claire, la lumière du soleil se déversait sur les toits et dans la chambre d'Ethan, où il était assis en train de colorier un portrait de Lucy lui tenant la main au palais de justice, leur nouvelle maison nichée parmi les fleurs de lavande. « Mademoiselle Lucy, j'ai presque fini, cria-t-il. Je viendrai voir tout à l'heure, dit-elle depuis la cuisine. Mais pour l'instant, n'oublie pas de porter ta chemise blanche, tu as des photos pour le dossier d'adoption aujourd'hui. Ethan hocha la tête. D'accord. Plus tard, dans la salle 3 du tribunal de la famille, la juge Sophia Wallace, ferme mais bienveillante, s'est adressée à Lucy Morgan. Après 3 mois de tutelle temporaire, souhaitez-vous toujours adopter Ethan Walker? Oui, votre honneur, répondit Lucy d'une voix ferme. Je comprends qu'avec l'adoption, notre relation devient celle d'une mère et de son fils, avec tous les droits et responsabilités inhérents à la naissance. Le docteur Bethany Reed a témoigné des progrès remarquables d'Ethan, il n'avait plus peur du noir, il avait renoué des liens sociaux, il allait à l'école, dormait et mangeait à l'heure et, plus important encore, il ressentait de l'amour. La juge Wallace sourit, tapota son marteau et déclara, en vertu de l'article 177 du Code civil, Mademoiselle Lucy Morgan est officiellement approuvée comme mère légale d'Ethan Walker, avec effet immédiat. Lucy fondit en larmes. Ethan se tourna vers elle d'une voix douce, « Je vais rester pour toujours, n'est-ce pas ?» Lucy le serra contre elle. « Je ne suis plus seulement ta Miss Lucy, je suis ta maman. » Maman Lucy. Alors qu'ils quittaient le palais de justice, les journalistes leur demandèrent un commentaire. Lucy jeta un coup d'œil à Ethan, qui murmura, « Un enfant n'a pas besoin d'un super-héros, il a juste besoin de quelqu'un qui l'écoute et lui dise, tu en as de la valeur. » Lucy rit et hocha la tête. Et manger 3 repas par jour, ça aussi. Le lendemain, Lucy organisa une petite fête à la maison. Madame Grace, Michael, le propriétaire du café, Rebecca, l'infirmière, et le docteur Bethany se réunirent tandis qu'Ethan sortait de la cuisine, vêtu d'une chemise bleu clair et d'un jean, un plateau de biscuits frais à la main. « Je les ai faits », annonça-t-il fièrement. « Vraiment ?» demanda Michael. Mademoiselle Lucy m'a appris à mesurer la farine, à pétrir la pâte et à couper les étoiles, a déclaré Ethan. Rebecca mordit dans un biscuit. Tu seras chef un jour. Bethany se pencha vers Ethan. Alors, es-tu heureux maintenant? Ethan hocha la tête avec enthousiasme. Je suis heureux, mais aussi un peu nerveux. Pourquoi nerveuse? Demanda Bethany. Parce que c'est ma première fête. Tout le monde sourit. Madame Grace s'avança et tendit à Ethan un paquet soigneusement emballé. À l'intérieur se trouvait un cadre en bois avec sa photo au tribunal et les mots suivants, « La famille, c'est là où l'on mange sans crainte. » Lucy le serra dans ses bras. Tu mérites le monde entier. Une semaine plus tard, un reportage national, d'un enfant affamé à un voyage vers la lumière, était diffusé. On y voyait Ethan jouer de la musique, dessiner et courir avec Buddy, narré par Lucy, le premier jour où je l'ai rencontré, il ne croyait pas avoir le droit de manger. Maintenant, chaque matin, il me demande, quelle confiture puis-je choisir aujourd'hui? C'est la plus belle question que j'ai jamais entendue. Le segment s'est terminé par les mots de Lucy, je ne suis peut-être pas sa mère biologique, mais je suis celle qui ne le quittera jamais. En prison, Ryan Walker a entamé sa peine de 12 ans au centre correctionnel de Sullivan, sans possibilité de libération conditionnelle ni de commutation de peine. Son premier courrier se résumait à une simple ligne de son avocat, « Le garçon ne m'a jamais demandé de tes nouvelles. »
par un après-midi ensoleillé, Lucie emmena Ethan au parc. Une brise fraîche soufflait à travers les arbres. « Tu veux faire du vélo ?» demanda-t-elle. Ethan regarda son petit vélo rouge. « Je ne sais pas encore garder l'équilibre. Je te tiendrai dans mes bras. Quand tu seras prête, je te lâcherai, mais je serai toujours juste derrière toi. » Ethan hocha la tête. « Si je tombe, vas-tu crier ? » Non, je t'aiderai à te lever et à t'acheter de la glace à la fraise. Il rigola et grimpa. Lucie courut à ses côtés, la main sur le siège. Les roues roulèrent doucement sur le chemin. « Je le fais, je ne tombe pas, cria-t-il. « Tu le fais, Ethan, rétorqua Lucie. Ethan jeta un coup d'œil, les yeux brillants. « Je suis le petit oiseau qui s'est volé maintenant. » Lucie se tenait dans la lumière dorée, les bras tendus. « Vole aussi haut que tu veux, car le ciel est à toi. » Ce soir-là, alors qu'Ethan se couchait, il murmura, « Maman Lucie, quand je serai grand, est-ce que je pourrai faire un gâteau pour toi un jour ?» Lucie lui brossa les cheveux. « Si tu veux, je serai ton premier client à la boulangerie d'Ethan. » Il sourit en serrant la couverture contre lui. « Qu'est-ce qu'on prépare demain ? » Un gâteau qui dit, « Tu es un miracle. » Ethan gloussa. « Moi aussi, je le pense. » L'histoire d'Ethan nous rappelle que l'amour et le courage peuvent sauver une vie, même lorsque l'espoir semble perdu. Un petit geste, comme lever les yeux vers un balcon, peut devenir un phare vers la justice et l'espoir. Chaque enfant mérite d'être protégé, d'avoir la liberté de manger sans crainte, d'être aimé et de vivre dignement. En dénonçant l'injustice, chacun d'entre nous peut devenir un miracle dans la vie d'autrui.